Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Épilogue du long feuilleton judiciaire qui oppose la Somalie et le Kenya sur le tracé de la frontière maritime. La Cour internationale de justice a tranché en faveur de la Somalie, une décision totalement rejetée par le Kenya. L'Afrique subsaharienne devra enregistrer une croissance économique de 3,7% en 2021, selon les prévisions du Fonds monétaire international. Une reprise économique est donc envisagée, mais avec une croissance répartie de manière inégale. Et la santé publique en Afrique fera l'objet d'une conférence du 14 au 16 décembre prochain à Addis Abeba en Éthiopie. Cette rencontre inédite se tient à l'heure où le système sanitaire mondial se mobilise contre la pandémie de Covid-19. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, les responsabilités se précisent dans l'affaire de l'assassinat de Floribert Chebeya et de Fidel Bazana, deux défenseurs des droits de l'homme tués en juin 2010 à Kinshasa. Le colonel Kenga Kenga, qui est emprisonné depuis plus d'un an, a refusé de comparaître ce mercredi 13 octobre au cours de l'audience en appel, prétextant une maladie. Toutefois, sur le banc des accusés, il y avait bien le lieutenant Jacques Mugabo. Ce dernier a avoué à la surprise générale avoir participé à ce double meurtre en révélant les détails des faits commis à l'aide des autres membres du commando dirigé par Christian Kenga Kenga. Dans le conflit maritime qui oppose la Somalie au Kenya depuis des années, la Cour internationale de justice a tranché ce mardi 12 octobre. La juridiction de l'ONU a donné raison à la Somalie sur le tracé de la frontière maritime, une zone potentiellement riche en poissons, en gaz et en pétrole. Une décision rejetée par le Kenya qui avait désavoué la juridiction de l'ONU le 9 octobre, avant même l'annonce du verdict. Les explications de Samantha Saberou Saboubanga. Après plusieurs années de conflit, la Cour internationale de justice a accordé à la Somalie une majeure partie maritime dans l'océan Indien revendiquée par le Kenya. Les deux pays voisins de la Corne de l'Afrique se disputent depuis des années une partie de leur frontière maritime dans l'océan Indien, une zone de plus de 100 000 km² en mer qu'ils revendiquent tous les deux et dans laquelle se trouvent d'importantes ressources naturelles comme des gisements de pétrole et de gaz. Ce conflit qui oppose la Somalie au Kenya s'apparente à plusieurs conflits qui existent au niveau international, avec souvent un pays qui a une position beaucoup plus fragile que l'autre, avec donc des positions asymétriques entre les deux pays. En l'occurrence, le Kenya est beaucoup plus fort que la Somalie et dans cette résolution-là, c'est difficile d'y trouver une réponse d'un point de vue juridique, comme en témoigne la position kenyane qui a décidé de ne pas participer au cours des derniers jours avant le jugement définitif rendu par la Cour internationale de justice. La principale instance judiciaire de l'ONU a statué qu'il n'y a pas de frontière maritime convenue entre les deux pays. La Cour a attribué plus de 220 000 km² au Kenya et 93 km² à la Somalie, dont la zone des 200 000 nautiques. Si la Cour a donné raison à la Somalie, néanmoins, elle a rejeté les demandes de réparation émises par ce pays. En termes de perspective, bien évidemment, dans une relation bilatérale, dans des tels conflits et au sujet des conflits maritimes notamment, le plus judicieux serait toujours de négocier. On sait qu'il y a un antagonisme fort entre la Somalie et le Kenya, dans l'intérêt des deux pays, afin de ressortir non pas bredouille de cette négociation, il convient de se réunir à nouveau autour de la table et de faire jouer les relations diplomatiques et de rester sur ce qui avait été convenu lorsque les deux pays ont décidé en 2009 de continuer à négocier, même si jusqu'à présent ces négociations n'ont porté aucun fruit. La délimitation de la frontière en faveur de la Somalie ampute au Kenya les zones de pêche situées près de la frontière. Notons que les décisions de l'institution onusienne qui s'impose aux deux parties sont sans appel. Si elle constate des violations, elle va déférer le dossier auprès des Nations Unies.
Au Soudan, le ton monte chaque jour entre les civils et les militaires qui se partagent le pouvoir. Dernier événement en date, l'annonce de la dissolution du gouvernement le 11 octobre par le président du Conseil souverain, le général Abdel Fattah al-Burhan. Une décision qui revient normalement au Premier ministre. Mais le coup d'État déjoué du 21 septembre dernier a fait bouger les lignes déjà fragiles, un sujet de Philomène Tine. Au Soudan, seul le Premier ministre a la tâche de former un gouvernement. Néanmoins, le président du Conseil souverain, l'organe chargé de superviser la période de transition dans le pays, le général Abdel Fattah al-Burhan, a exigé la dissolution du gouvernement le lundi 11 octobre 2021. La tentative de coup d'État déjoué le 21 septembre et fomentée par des militaires selon les autorités a précipité le pays dans une crise politique selon l'avis des observateurs. Là, tout à fait. Nous sommes dans le cadre d'une crise institutionnelle déclenchée à la suite de la tentative de coup d'État qui a eu lieu il y a 3 semaines de cela. Il y a un climat de méfiance entre l'exécutif et le gouvernement. Car le président actuel de la transition estime que sa sécurité devait être garantie par le ministre de la Sécurité. Face à un tel manquement constitutionnel, le président estime qu'il faut mettre fin aux prérogatives du gouvernement actuel. Donc voilà autant de tensions aujourd'hui qui vont malheureusement ralentir l'agenda politique de cette transition dont les élections sont prévues pour très bientôt. Donc c'est donc important que la communauté internationale puisse accompagner les deux parties dans le cadre d'une médiation internationale pour que nous puissions avoir un accord global de cohabitation entre les deux parties. Civils et militaires se partagent le pouvoir au Soudan. Le camp des militaires ne manque surtout pas d'attaquer le gouvernement civil et estime être la seule force crédible à même de protéger la transition soudanaise. Les civils, quant à eux, accusent l'armée de n'avoir pas respecté le document constitutionnel signé en août 2019 et appellent à une refonte générale des forces de sécurité. Les difficultés de cohabitation étaient prévisibles, d'autant plus qu'il s'agit d'une coalition hétéroclite de partis politiques et d'associations qui ont permis évidemment le renversement du président El-Béchir. Donc on peut comprendre déjà alors qu'il y a un certain climat de méfiance. Nous avons une course contre la montre dans le cadre de la préparation de la sortie des crises pour que les différentes parties puissent se repositionner dans le Soudan après transition. Donc cela peut justifier aujourd'hui des actes d'intimidation, même des tentatives de déstabilisation de part et d'autre. L'Organisation des Nations Unies craint que le processus de transition au Soudan ne vole en éclats. La situation actuelle du pays rappelle la fragilité du processus de transition démocratique entamé depuis plus de 2 ans suite à la destitution d'Omar El-Béchir. Une reprise économique est annoncée en Afrique après la récession de 2020. De nouveaux rapports publiés par le Fonds monétaire international vient renforcer les prévisions déjà annoncées par la Banque mondiale. Le FMI prévoit une croissance économique de 3,7% en 2021 en Afrique subsaharienne, mais avec une répartition inégale. Plus de détails avec Aïssatou Bari. L'Afrique subsaharienne devrait enregistrer en 2021 une croissance économique de 3,7%. C'est ce qui ressort du nouveau rapport sur les perspectives économiques mondiales du Fonds monétaire international. Une prévision qui rejoint celle de la Banque mondiale qui prévoit également une reprise économique après la récession de 2020 de 3,3%. Nous sortons progressivement d'une pandémie, donc c'est normal que l'activité en baisse sur les 2 dernières années ne reprennent que timidement. Seulement, on peut se poser la question de savoir quelle est l'utilité d'une croissance durable en Afrique. En effet, entre 2012 et 2019, la croissance en moyenne en Afrique subsaharienne a dépassé 5%, sans incidence sur le niveau de vie des populations. Le coût de la vie augmente plus vite que la croissance. Donc, il est nécessaire de revoir cette mesure occidentale qui n'est pas conforme aux réalités africaines. Selon le FMI, seulement 4 pays enregistreront une croissance supérieure ou égale à 6%. Parmi eux, seul le Botswana enregistrera une croissance à 9,2%, la plus forte du continent. Il sera suivi des Seychelles, 6,9%, du Burkina Faso, 6,7% et de la Côte d'Ivoire avec 6%. En Afrique subsaharienne et spécifiquement en zone CFA, l'espace économique n'est pas le même que dans les autres pays d'Afrique comme le Botswana. Donc il est difficile d'effectuer des comparaisons. Par exemple, quand vous prenez la CEDEAO, la CEMAC, l'activité est réelle, mais la masse monétaire en circulation ne représente pas la richesse qui est créée par cette activité. Il y est donc impossible de financer les dépenses publiques nécessaires à la sortie de la pauvreté, par exemple.
L'atteinte de ces objectifs de croissance reste néanmoins soumise à un bon déroulement de la lutte contre la pandémie de Covid-19, notamment grâce à une campagne de vaccination aboutie. Mais les populations du continent sont pour l'heure très peu vaccinées. 3,4% ont reçu une première dose contre 60% dans les pays riches qui en sont déjà à leur 3e injection. Certains pays comme le Burundi ou l'Érythrée n'ont même pas commencé la campagne de vaccination. Une réflexion autour des perspectives sanitaires en Afrique, c'est le but de la première conférence sur la santé publique en Afrique qui se tiendra du 14 au 16 décembre prochain à Addis Abeba en Éthiopie. Chercheurs et décideurs seront réunis pour se pencher sur le système de santé des pays africains qui apparaît aujourd'hui comme l'un des plus fragiles au monde, un sujet de Amenedj. Du 14 au 16 décembre 2021 à Addis Abeba en Éthiopie, l'Afrique accueillera sa première conférence internationale sur la santé publique. Conférence organisée par les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies CDC Afrique. Un événement qui vient à point nommé à un moment où le système sanitaire mondial fait face à la menace de la crise du Covid-19. Ce sera l'occasion pour les États, les décideurs, chercheurs et scientifiques de réfléchir autour des perspectives de résilience pour le secteur via une collaboration constructive. Et l'idée, l'intérêt de cette conférence, c'est, si vous voulez, inaugurer une nouvelle ère de collaboration scientifique sur les questions de santé publique. Voilà. Comment est-ce qu'on peut travailler mieux pour accélérer l'avenir, par exemple, de la médecine innovante en Afrique sur les questions liées à la santé, en fait, des populations africaines. 60 ans après les indépendances, le système de santé des pays africains apparaît comme l'un des plus fragiles du monde. Y investir est une urgence, un défi et surtout une opportunité pour faire progresser le développement et la croissance économique selon les experts. Ces derniers mettent également en avant le rapprochement des pays de la réalisation des objectifs des stratégies nationales et ceux du développement durable. Historiquement, c'est pas manque d'investissement, tout simplement. On n'investit pas assez dans le système de santé. Quand on regarde le chiffre, le montant qui est dépensé par habitant en Afrique sur la santé, encore une fois, c'est pas homogène, mais ça reste quand même trop bas par rapport aux pays européens ou asiatiques. Donc, c'est déjà ça. Il faut qu'on arrive en fait à investir à la hauteur de nos engagements de l'accord déjà d'Abuja de 2001, si je ne me trompe pas. Donc, c'est-à-dire 15% de nos produits, de nos budgets nationaux. Mais il y a beaucoup de pays qui n'arrivent même pas déjà à ce niveau-là. Au cours de cette conférence, un accent particulier sera également mis sur le développement des compétences des professionnels en début de carrière. Un comité d'organisation composé de plus de 15 spécialistes de la santé en Afrique et du monde entier travaillera sur l'orientation stratégique et durable de la dite conférence. 34, c'est le nombre de pays qui ont adopté une loi interdisant les emballages plastiques en Afrique. Une belle avancée pour éliminer ces déchets polluants, mais le chemin reste long pour la mise en application de ces législations. Au Cameroun, l'organisation non gouvernementale Greenpeace se bat pour que cette interdiction soit effective. Plus de détails avec Roberto Bogbe. Un peu plus de 42 tonnes de plastique non biodégradable saisies par les autorités camerounaises à Garoua, dans la région du Nord. Chez Greenpeace, la mesure est salutaire et les autorités devraient doubler d'ardeur pour l'abolition du plastique. Le ministère de l'Environnement doit veiller avec plus de rigueur au respect de l'arrêté interdisant l'usage du plastique au Cameroun. Il en a les moyens, nous espérons que cette bonne action ne va pas s'arrêter là, car l'État dispose de tous les moyens pour bannir à jamais le plastique de nos habitudes. En 2012, le Cameroun a rendu public une décision portant interdiction de l'utilisation des emballages plastiques non biodégradables de moins de 60 microns. Dans les marchés et les ménages, ceux-ci sont toujours autant visibles. Tout au contraire, la filière semble bien se porter, les prix des emballages ayant au moins été multipliés par 2. La première lecture, c'est que la population pour laquelle l'État, à travers ses différents démembrements, consent d'énormes efforts, refuse de prendre conscience de la gravité du problème et refuse de se joindre à la dite lutte. La deuxième lecture, c'est qu'il y a des opérateurs véreux tapis dans l'ombre qui continuent d'entretenir la chaîne de la contrebande au mépris de la réglementation.
Pour certains environnementalistes, l'arrêté du 24 octobre 2012 portant réglementation de la fabrication, de l'importation et de la commercialisation des emballages non biodégradables demeure faible parce que les sanctions ne sont pas suffisamment coercitives. La seule sanction étant la saisie et la destruction des emballages non biodégradables aux frais du promoteur. Dans le reste de l'actualité, onde de choc dans le monde de l'athlétisme kényan. L'athlète Agnès Tirop, âgée de 25 ans, a été retrouvée morte poignardée à son domicile le 12 octobre. Selon la Fédération kenyane d'athlétisme, la double médaillée de bronze sur 10 000 mètres au championnat du monde d'athlétisme de 2017 et 2019 aurait été victime d'un féminicide, une information que les autorités locales n'ont pas encore confirmée. Seule certitude, le Kenya perd une valeur sûre en course de fond. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.